Bonjour à tous et bienvenue pour le live BCE du 21 avril 2016. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous nous retrouvons donc à 14h15 pour préparer la conférence de presse de Mario Draghi à 14h30. Bienvenue à tous. Comme pour chacune de mes présentations, voici une information, donc des informations sur le caractère purement informatif de cette vidéo concernant les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite comme d'habitude à utiliser en haut de votre écran les fonctions de chat et de questions-réponses pour pouvoir converser avec moi. J'enregistre cette vidéo que vous puissiez la revoir a posteriori et je salue tous ceux qui regardent cette vidéo enregistrée. Alors, au menu du jour, une histoire de dialectique. Alors pourquoi est-ce que j'ai utilisé ce sous-titre, une histoire de dialectique? Eh bien c'est parce que lors de la dernière réunion de la BCE, le 10 mars dernier, Mario Draghi avait lancé le QE2, c'est-à-dire qu'il avait augmenté le programme de soutien d'assouplissement quantitatif, également appelé QE pour Quantitative Easing. Mario Draghi avait augmenté le QE en temps, en montant, il avait baissé les taux d'intérêt et donc on avait dit que la BCE avait utilisé tous ses outils à disposition pour pouvoir intervenir sur les marchés. Donc on va voir cette fois-ci, étant donné qu'il n'y a pas de mouvement de taux, qu'il n'y a pas d'augmentation de QE, comment Mario Draghi va nous parler. Ce sera vraiment les verbes, les mots qu'il va usiter qui seront vraiment d'importance. C'est la raison pour laquelle j'utilisais donc une histoire de dialectique. Jamais 203, ça c'est pour vous parler de l'euro-dollar. En effet, lors des 3 dernières réunions de la BCE, eh bien 2 fois nous avons connu une appréciation historique de la paire euro-dollar. Jamais 203, donc est-ce que nous allons de nouveau connaître une forte appréciation de la paire euro-dollar? Va-t-on dépasser la zone des 1,14, 1,15? Ou au contraire, est-ce que Mario Draghi va utiliser les bons mots, les bonnes expressions pour faire baisser l'euro? Car un euro trop fort pèse sur les résultats d'entreprises européennes et pèse sur les actions européennes. Donc, même si ce n'est pas dans le mandat de la BCE, eh bien Mario Draghi va potentiellement essayer de ne pas faire monter la paire euro-dollar. Même résistance, même effet, je vous parle bien évidemment du CAC 40. Le CAC 40 testait le 10 mars dernier, suite au dire de Mario Draghi, la résistance des 4580 points. Ce n'est pas un niveau au hasard, c'est la borne basse du gap baissier annuel ouvert sur le CAC 40 lors de la première séance de l'année le 4 janvier dernier. Nous avons un gap annuel qui a été créé entre 4580 points et 4640. Nous sommes en train de tester ce gap. Est-ce que cette résistance va de nouveau avoir le même effet ou est-ce qu'au contraire, les acheteurs vont garder la main et emmener les indices plus haut? Nous verrons cela ensemble. Nous allons parler des informations que nous délivrera Mario Draghi. Mario Draghi commencera à parler à 14h30. En parallèle de l'écran sur lequel je fais ma présentation, je suivrai l'actualité et les dires de Mario Draghi pour pouvoir en discuter avec vous. Puis nous passerons en revue des actifs impactés sur la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos questions tout au long de cette émission. Alors, la BCE est attendue sur ses paroles et non ses actes. Comme je vous le disais, le 10 mars dernier, la BCE a agi. Elle a agi sur le quantitative easing, elle a agi sur les taux d'intérêt. Cette fois-ci, à 13h45, il n'y a pas eu de mouvement de taux. On ne s'attend pas à ce que Mario Draghi augmente le quantitative easing, mais on s'attend à ce que Mario Draghi nous parle de nombreux sujets. Premièrement, quel regard porte la BCE sur l'inflation qui a été négative à court terme? Est-ce que Mario Draghi ne va pas se montrer confiant sur les perspectives d'inflation étant donné que les matières premières et notamment le pétrole sont fortement repartis à la hausse ces derniers temps?
Théoriquement, si le pétrole remonte, l'inflation pourrait remonter, ça aurait un impact positif donc pour la BCE. Cela montrerait potentiellement que la BCE arrive à faire remonter l'inflation et vise donc ces 2% d'inflation. Donc on verra si Mario Draghi fait des commentaires là-dessus. Quelles sont les perspectives de la zone euro à court terme? Est-ce que Mario Draghi va se montrer positif sur les chiffres d'inflation, les chiffres de chômage, les chiffres de croissance? Va-t-il dresser un tableau positif ou négatif de la zone euro? Nous verrons cela. La BCE souhaite-t-elle user d'autres collatéraux possibles? Quand je marque cela, ça veut dire est-ce que Mario Draghi va nous parler notamment des banques italiennes qui étaient récemment fortement sous pression? Depuis, un fonds de défaisance a été créé pour un montant de 5,7 milliards d'euros pour aider les banques italiennes. Est-ce que Mario Draghi en parlera? La BCE invitera-t-elle les pays européens à faire des réformes budgétaires? En effet, suite à la dernière réunion de la BCE du 10 mars dernier, Mario Draghi avait expliqué que la BCE seule ne pouvait pas faire redémarrer la zone euro, ne pouvait pas seule faire redémarrer l'inflation, la croissance, les prêts des banques. Donc, est-ce que Mario Draghi va nous parler de réformes budgétaires nécessaires dans les pays européens? C'est d'importance pour la suite. Mario Draghi va-t-il répondre aux attaques de Wolfgang Schäuble sur le QE et ses impacts négatifs? En effet, il y a des critiques venant d'Allemagne auxquelles la BCE a actuellement à faire face. L'Allemagne a laissé sous-entendre que des taux négatifs, eh bien, cela voulait dire une moindre rémunération des épargnants. L'Allemagne parle du fait que les épargnants allemands sont floués en fait à cause de cette politique monétaire européenne. Est-ce que Mario Draghi va parler de l'indépendance de la BCE et en fait fermer la porte à ces attaques allemandes? Est-ce qu'il va rebondir dessus? Nous le verrons. Quelle est la position de la BCE par rapport au niveau de l'euro-dollar? Mario Draghi va-t-il nous parler du fait que l'euro est non loin de sa borne haute? C'est-à-dire que depuis un an, l'euro évolue entre 1,05 et 1,15. Il est actuellement juste sous les 1,14. Mario Draghi va-t-il parler d'un niveau de l'euro trop élevé? Va-t-il nous expliquer qu'il a d'autres instruments en sa possession pour pouvoir agir si le niveau de l'euro-dollar était trop élevé? Et donc le dernier point, c'est la BCE est-elle prête à faire plus? Est-ce que Mario Draghi va nous parler de taux qui pourraient devenir plus négatifs ou est-ce qu'il va de nouveau nous dire que le QE pourrait être augmenté en temps ou en montant? Nous verrons bien. Et puis, dernière thématique, c'est un peu le joker, je ne l'ai pas marqué, c'est l'hélicoptère monnaie. Vous en avez peut-être entendu parler ces derniers temps. En fait, certains membres de la BCE ont laissé entendre qu'en plus d'intervenir sur le marché obligataire, qu'en plus d'intervenir sur les taux, eh bien, potentiellement, ils pourraient mettre en place un plan d'hélicoptère monnaie. Cela reviendrait en fait à faire un chèque à l'ensemble des habitants de la zone euro. On donne 200, 300 ou 500 euros à tout le monde. Donc on crée de la dette, on distribue de l'argent et on espère que cet argent sera redistribué dans le système et qu'il créera de la croissance et de l'inflation. On va regarder deux graphiques ensemble, principalement avant le début de l'action, si je puis dire. Donc, premier graphique, l'euro-dollar. Vous voyez que l'euro s'est fortement apprécié au mois de décembre et fortement apprécié au mois de mars, d'où mon titre Jamais 203. Si Mario Draghi n'est pas assez convaincant, si Mario Draghi ne parle pas de possibles nouvelles mesures pour agir sur l'inflation, pour faire baisser l'euro, eh bien l'euro-dollar pourrait potentiellement être recherché et aller de nouveau challenger la zone des 1,14, 1,15. Autant dire que s'il arrivait à faire cela et s'il dépassait la zone des 1,14, 1,15, Mario Draghi aurait échoué à court terme, l'euro monterait fortement et cela peserait énormément sur les actions européennes. Donc je pense que Mario Draghi tentera de faire quelque chose, de faire en tous les cas en sorte que l'euro ne s'apprécie pas plus.
Donc à droite, vous avez des commentaires. Malgré sa volonté, la BCE n'arrive pas à contenir la hausse de l'euro. En effet, depuis plusieurs mois, la BCE nous parle de plus de quantitative easing et même quand elle l'a lancé, l'euro s'est apprécié. Le marché se souvient des rendez-vous précédents et spécule sur une hausse de l'euro. C'est pour cela que ces dernières heures, vous avez vu l'euro-dollar passer de 1,1280 à 1,1380. Vous noterez sur mon graphique ici qu'en journalier, on est posé sur la moyenne mobile à 30 séances. Elle est à 1,1280. Si on venait à casser les 1,1280 ce soir, cela voudrait dire que Mario Draghi a réussi à faire baisser l'euro-dollar et cela serait de bon augure pour les indices européens. Au contraire, comme je vous le disais tout à l'heure, une cassure des 1,14, 1,15 serait un signal négatif pour les actions européennes. Deuxième graphique que l'on regarde, c'est le graphique du CAC 40 depuis janvier 2016. On a la forte baisse de janvier jusqu'à mi-février. On a un beau rebond qui s'est fait au mois de février jusqu'à la mi-mars. Lors du dernier rendez-vous de la BCE, eh bien, les prix ont par la suite baissé. On a eu les cours du CAC 40 qui étaient sous pression comme ça pendant près d'un mois. Et puis ces dernières séances, ces 2 dernières semaines, grâce aux statistiques chinoises, grâce au fonds de défaisance italien, grâce à la remontée du pétrole, grâce à la remontée des bancaires, eh bien on a un beau mouvement haussier, puissant et construit qui nous a mené de nouveau dans cette zone de prix d'importance, les 4580, 4640. C'est la zone du gap baissier annuel et c'est une zone d'importance. Option 1, Mario Draghi est convaincant et il arrive à maintenir la dynamique en place et les indices continueraient de grimper. Option 2, Mario Draghi ferait une allusion sur les taux négatifs, ce qui pourrait peser plus sur le secteur bancaire. Néanmoins, si vous regardez le palmarès du jour, vous verrez que les bancaires montent bien ce jour. Donc on a l'impression que les investisseurs ne sont pas effrayés du fait que Mario Draghi parle potentiellement de taux plus négatifs. S'il le fait, il faudra voir si les cours des bancaires refluent fortement ou se stabilisent. Et puis option 3, une hausse de l'euro pèserait sur les actions européennes. Donc si Mario Draghi n'arrive pas à être convaincant et fait monter l'euro, ou du moins qu'il n'arrive pas à empêcher son appréciation, eh bien cela pourrait peser sur les actions européennes. Donc, il faut que Mario Draghi soit convaincant pour que les indices continuent de monter. Et si Mario Draghi est convaincant, cela fera baisser l'euro et on aura donc hausse des indices, baisse de l'euro. Si au contraire, on voit l'euro-dollar très fortement s'apprécier et les indices partir à la baisse, c'est que Draghi aura été considéré comme non convaincant. Mario Draghi va parler à partir de 14h30, entre 20 et 40 minutes, tout dépend de la durée de sa conférence de presse, puis des questions-réponses. Nous allons voir à 14h30 quels sont les premiers mouvements sur la plateforme de CMC Markets et on verra ensemble donc quels sont les éventuels signaux donnés par le marché. D'ailleurs, on va passer sur la plateforme de CMC Markets sans plus attendre et je vous ai préparé ici un champ de bataille en données 4 heures. Vous avez ici le SP500 dans un canal haussier en données 4 heures qui montre que les indices sont pour le moment toujours recherchés dans une tendance haussière. Vous avez le CAC 40 ici en données 4 heures qui évolue au long d'une oblique haussière et qui s'est stabilisé au-dessus des 4550 ce matin. Vous avez l'USD-Yen qui est dans un canal haussier de court terme. Ici, le pétrole est sous résistance à 43 $. L'euro-dollar est sous résistance à 1,1350, 1,1360. C'est une zone qui a été très travaillée début avril. Et puis, vous avez l'or ici qui s'apprécie et qui tente de casser sa résistance. Si Mario Draghi est convaincant sur les taux, sur sa politique en cours, la politique à venir et que cela fait baisser l'euro-dollar, eh bien, ce sera mission réussie et on pourrait voir les indices monter. Donc, on va très vite voir si on a l'USD-Yen qui s'apprécie ici en haut à droite et si on a l'euro-dollar qui retombe. Auquel cas, on aurait potentiellement le pétrole et l'or qui retomberaient un petit peu. Et puis, on va voir si les indices restent bien orientés dans des canaux haussiers.
Alors bien évidemment, la BCE est source de volatilité, ce rendez-vous avec Mario Draghi est source de volatilité, c'est souvent dangereux d'être en position ou de prendre position au moment où Mario Draghi parle. Le but de cette émission n'est absolument pas de vous donner des stratégies intraday pour pouvoir intervenir alors qu'on est en pleine période de volatilité. Le but de cette émission, c'est de faire un état des lieux, de voir quelles sont les forces en présence, de voir quel sera l'impact du discours de Mario Draghi et donc de voir si des signaux auront été donnés en données 4 heures ou en données journalières, que ce soit sur les indices, les matières premières ou encore le Forex. Alors, Cédric nous dit bonjour, pourquoi les banques performent bien alors que les taux sont au plus bas? Quelles seraient les attentes à ce sujet? Eh bien, potentiellement, les bancaires pourraient attendre que Mario Draghi n'agisse pas sur les taux, ne nous parle pas d'agissement sur les taux. Pour l'instant, les taux sont négatifs, ils sont relativement bas et les bancaires, en fait, s'en accommodent. Les bancaires se reprennent aussi ces derniers temps puisqu'on a eu des bons résultats des bancaires américaines ces 2 dernières semaines. Les bancaires américaines ont publié des chiffres en deçà en baisse, excusez-moi, par rapport au trimestre précédent, par rapport à l'année précédente. Mais ces résultats étaient attendus en très forte baisse. Ils sont donc parus, pour la plupart, en ligne ou supérieurs aux attentes. Et cela a redonné du baume au cœur aux investisseurs sur tout le secteur bancaire. Alors, David nous dit, le comblement du gap annuel paraît compromis, vu la baisse avant la BCE, qu'en pensez-vous? Alors, je pense, David, qu'il ne faut pas accorder beaucoup d'importance à la baisse avant la BCE. Le CAC 40 est passé de 4610 à 4560, il a perdu 1% depuis ses plus hauts. Je n'appelle pas ça une forte baisse, je n'appelle pas ça un échec sous résistance, j'appelle ça une consolidation avant un rendez-vous d'importance. Si ce soir on vient casser 4550 les plus bas du jour, puis qu'on vient attaquer le support des 4520, alors là on pourra parler d'échec sous le gap et de retour des velléités baissières. Mais à très court terme, je vois tout simplement un indice haussier, des prises de bénéfices ce matin puisque certains opérateurs ne veulent pas jouer entre guillemets la BCE, donc il est tout à fait légitime qu'on ait comme ça reculé un petit peu et on verra ce que Mario Draghi engendre. Thierry nous dit, peut-on trader les news ou est-ce trop risqué à cause d'un manque de liquidité? Je pense, Thierry, que vous avez eu la réponse à votre question dans ce que je viens d'expliquer. On attendait 263 000 inscriptions au chômage américain. Le chiffre est tombé à 247 000. Il est donc supérieur aux attentes. L'indice par contre de la Fed de Philadelphie est tombé à moins 1,6 alors qu'on attendait plus 8,9. Donc on a eu 2 statistiques américaines qui viennent de tomber à 14h30. L'une était inférieure aux attentes et l'autre était supérieure aux attentes. Il est 14h33, je lis Twitter en même temps que je vous parle. Je vois un analyste anglais de chez CMC Markets qui dit « Où est Draghi ?» Alors Lucas me dit « Bonjour Nicolas, est-ce que le pétrole n'est pas en train de surperformer par hasard? Vous nous dites toujours que les fondamentaux sont importants et je ne sais pas, mais il me semble de ne pas être vers la hausse. Ne serait-ce que par une non-négociation du gel à Doha, vous en pensez quoi? Lucas, j'en ai parlé très souvent du pétrole ces derniers temps. Déjà, premièrement, sur le pétrole, vous pouvez aller voir un webinaire spécial sur la chaîne de CMC Markets. Sur la chaîne YouTube de CMC Markets, vous avez une rubrique qui s'appelle Webinaire thématique de CMC Markets et dedans, vous avez un webinaire spécial sur le pétrole. Dans ce webinaire, avec Benjamin Louvet, on a discuté du pétrole et on vous expliquait que dans les semaines à venir, eh bien, les stocks potentiellement pouvaient baisser un petit peu. La Chine est acheteuse de pétrole à court terme et continue de faire des stocks étant donné qu'elle considère potentiellement les prix comme bas. L'échec à Doha, il était attendu. On savait qu'il y avait potentiellement un échec à Doha. Par contre, parallèlement, vous avez le Koweït qui s'était mis en grève et ça a fait monter les cours lundi après le gap baissier. Et puis, on a des chiffres de croissance et donc de demande qui sont relativement bons récemment en Chine et aux États-Unis.
Donc, fondamentalement parlant, on n'a plus de mauvaises news, de mauvaises nouvelles, et c'est en fait cette absence de mauvaises nouvelles, de catalyseurs négatifs, qui fait que les cours du pétrole repartent à la hausse. Par contre, comme je l'ai expliqué ce matin encore dans la matinale, le pétrole est dans une tendance haussière de moyen terme depuis 2-3 mois, mais il arrive dans des zones d'importance, de résistance majeure, et il faudra voir s'il arrive ou pas à dépasser ces résistances, parce que s'il n'y arrive pas, il pourrait de nouveau potentiellement être en proie à des velléités baissières après un rebond majeur. Julien, c'est moi qui vous remercie d'être là. Julien me dit qu'il y a peut-être des opportunités intéressantes sur le platine. Alors, concernant les matières premières en général, j'en ai beaucoup parlé ce matin dans la matinale. On a les métaux qui sont très recherchés, avec l'argent qui s'est échappé à la hausse ces dernières séances, avec le platine, le palladium et l'or qui suivent. On a aussi de très beaux décalages sur les matières premières agricoles, avec le soja, le coton, le riz, le blé, l'avoine. Toutes ces matières premières-là ont pris entre 5 et 15% ces 2 dernières semaines. Quand vous voyez en fait le dollar sous pression et quand vous voyez donc les paires en dollars ou bien le pétrole ou l'or s'apprécier, eh bien il faut également de temps en temps aller jeter un œil sur les matières premières agricoles qui confèrent parfois de très belles configurations. Donc, je commence à avoir les premiers commentaires de la part de Mario Draghi. Donc, Mario Draghi voit les taux bas sur les niveaux actuels ou bien encore plus bas pour une période de temps plus longue. Donc, Mario Draghi continue de nous dire que les taux sont bas et qu'ils pourraient être encore plus bas. Qui dit des taux encore plus bas dit que Mario Draghi nous explique qu'il a encore des marges de manœuvre pour pouvoir soutenir la zone euro, soutenir l'inflation et donc indirectement faire baisser l'euro-dollar. Donc vous avez l'euro-dollar qui se détache de la zone des 1,1350, 1,1360 et qui reflue, et vous avez des indices qui sont soutenus. Le concept même du directeur de la Banque centrale Mario Draghi qui nous dit « Nous avons agi, nous continuons d'agir et nous sommes susceptibles de continuer de le faire », cela montre bien qu'il garde le cap, qu'il a la main, et cela soutient les indices et fait un petit peu pression sur l'euro. Je dis bien un petit peu. Draghi en fait nous explique que les modalités de son quantitative easing sont inchangées pour le moment, mais qu'il reste ouvert à d'éventuelles modifications. Mario Draghi constate également que les conditions de financement se sont améliorées ces derniers mois. Donc le fait que les banques prêtent de l'argent, c'est quand même le but d'avoir mis des taux bas, voire négatifs, c'est de forcer les banques à prêter de l'argent afin de redynamiser le fonctionnement économique et donc la croissance et donc l'inflation. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais à chaque fois pour la BCE, c'est le pari de savoir quelle sera la couleur de la cravate de Mario Draghi. Nous avons donc une cravate rouge aujourd'hui, c'est la cravate du statu quo. Pas de modification du quantitative easing aujourd'hui. Donc en fait, Mario Draghi nous explique qu'il a mis en place un plan de quantitative easing, que ce plan est inchangé, qu'il garde des cartes en main pour pouvoir intervenir, via notamment les taux. Il dit que le quantitative easing va durer au moins jusque mars 2017. Donc on a ici un Mario Draghi confiant, qui nous explique que son plan est le bon, et qu'il a encore des outils à appliquer si nécessaire. Cela soutient donc les indices qui sont dans des tendances haussières et qui profitent du plan de quantitative easing de la BCE. Et vous voyez que, a priori, à très court terme, pour le moment, Mario Draghi réussit sa mission de contenir la hausse de l'euro, du moins d'empêcher que l'euro-dollar s'envole au-dessus des 1,14, voire des 1,15, comme ça avait été
Le cas, on avait eu une envolée le 10 mars dernier. Alors continuons de lire ou d'écouter ce que Mario Draghi nous dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Cédric me dit, est-ce que c'est aussi saisonnier pour les matières premières? Effectivement, il y a une histoire de saisonnalité sur les matières premières. Il y a des matières premières sur lesquelles il y a des effets récoltes. Il y en a d'autres où il y a des effets en cas d'inondation ou de sécheresse. Vous avez page 2 ou page 3 des analyses de CMC Market. C'est une analyse qui date du début d'année 2016, une analyse de Colin, analyste canadien, sur les matières premières et notamment sur l'effet El Niño. Je continue de lire les commentaires. Mario Draghi continue de voir des risques baissiers en zone euro. Il espère que la recovery, donc la reprise économique, va continuer. Il voit une croissance faible et similaire à celle du quatrième trimestre 2015. Donc quand Mario Draghi est un petit peu moins positif et parle de risque baissier de la croissance en zone euro, vous voyez les indices qui redescendent un petit peu et l'euro-dollar qui remonte un petit peu. Mario Draghi met le doigt sur un point clé, le fait que la zone euro a besoin de réformes structurelles. C'est donc ce que je vous disais tout à l'heure. Il renvoie la balle aux États membres en leur expliquant que la BCE à elle seule ne peut pas faire baisser l'euro, remonter l'inflation, remonter les indices et dynamiser le crédit. Pour ce faire, la BCE a besoin d'être épaulée par des réformes budgétaires faites par les pays. Donc il parle de risque, il parle de réformes budgétaires nécessaires, mais il continue de garder le cap sur sa politique monétaire et de mettre en avant le fait qu'elle fonctionne, puisqu'il a parlé de reprise un petit peu du crédit en zone euro. Draghi dit quand même que l'inflation pourrait être négative dans les mois à venir. Mais Draghi nous explique également qu'il voit l'inflation remonter courant 2017-2018. Donc en fait, la BCE essaye de nous expliquer que la croissance reste faible et se stabilise, qu'on est dans une reprise économique un peu morne, qu'il faut des réformes budgétaires. Draghi nous explique qu'à court terme, il y a toujours des risques de voir de l'inflation négative, mais qu'à moyen terme, il voit l'inflation remonter fin d'année ou l'année suivante. Alors si vous lisez la presse ou si vous regardez les commentaires d'analystes, notamment anglais, ils sont nombreux les Anglais et les Américains à suivre les commentaires de Mario Draghi, vous verrez qu'en fait, on sait déjà de quoi Mario Draghi parle et comment il en parle, et en fait, c'est les verbes qu'il utilise ou les adjectifs qu'il utilise qui font bouger le marché. Donc quand il est confiant pour la zone euro, eh bien ça monte sur le CAC. Et quand il nous parle de risque baissier sur la croissance, eh bien cela fait pression sur les prix. Quand il nous dit qu'il a des armes supplémentaires pour faire baisser les taux, pour faire baisser l'euro, eh bien ça fait pression sur l'euro. Mais quand il nous explique que l'inflation pourrait être encore négative et le rester un certain temps avant de remonter plus tard, eh bien vous avez un euro qui remonte. Mario Draghi réinsiste sur le fait que les conditions de prêt ont augmenté. Alors sur le CAC 40, on n'a pas de mouvement, on est toujours dans une consolidation.
À vous dire vrai, le 440, il a fait une belle séquence haussière ici ces 15 derniers jours. Il est donc légitime qu'il respire un peu. Tant que le 440 reste au-dessus de 4550, on est haussier. Si on casse 4550, on passerait neutre à court terme avec les 4520 comme zone de soutien suivante. Concernant l'euro-dollar, je voulais vous montrer ce graphique-là. C'est important. Si vous avez fait les derniers lives BCE avec moi, souvenez-vous, donc on avait constaté cette belle appréciation des cours ici après avoir touché un support. Depuis, l'euro-dollar a été dans des séquences haussières. Vous aurez remarqué que ces dernières séances, après avoir échoué sous 1,1450, 1,15, donc j'expliquais que pour l'instant on était toujours dans le range de moyen terme entre 1,05 et 1,15. Alors pourquoi est-ce que j'ai tracé une oblique ici? C'est une oblique qui est d'importance, c'est une oblique de polarité. Quand on était au-dessus de l'oblique, on était dans une dynamique haussière, on était dans une polarité haussière. La polarité a été cassée et elle est passée baissière. Pourquoi est-ce que je vous montre ça? Eh bien parce qu'il se pourrait, si les cours s'arrêtent pile poil où nous sommes actuellement, c'est-à-dire ici la zone des 1,14, 1,14,10 maximum, il se pourrait que la hausse en cours soit un pullback sous l'oblique de polarité avant une éventuelle reprise baissière. Donc en fait, la hausse à laquelle on est en train d'assister ici entre 1,1280 et 1,14 serait un piège avant éventuellement une reprise baissière par la suite. Bien évidemment, à contrario, si on venait casser la zone des 1,14, 1,14,15 et que l'on accélérait à la hausse, eh bien on repasserait en polarité haussière, on irait challenger les 1,1450 les plus hauts récents et au-dessus les 1,15, soit la borne haute du range hebdomadaire en place depuis plus d'1 an. Mais vous voyez, c'est très intéressant car techniquement, polarité haussière, polarité désormais baissière, résistance clé ici. Je vous avoue que je serais très curieux de voir si on va échouer sous cette oblique ou si au contraire on va la dépasser en force. L'or continue de grimper, tendance haussière, hausse des matières premières en général. Donc l'or continue et se dirige en direction des 1280, ses plus hauts annuels. Le WTI, lui, consolide sous les 43 $ après être fortement monté ces dernières séances. Le SP500, vous voyez que les commentaires de Mario Draghi, ça ne lui fait ni chaud ni froid. L'USD-Yen n'a absolument pas bougé. Donc là, c'est vraiment un mouvement purement euro-dollar et CAC dans une moindre mesure. Mais en fait, c'est surtout euro-dollar. Je vais continuer de lire les commentaires. Il commence les questions-réponses. Donc ça a été très court. Il a parlé pendant 16 minutes. Donc il a bel et bien réinsisté sur le fait que les États membres devaient travailler ensemble sur des mesures de croissance, sur des politiques fiscales. Et c'est là la clé. Oui, la BCE peut aider, peut être en soutien, peut agir sur les taux, mais ce n'est pas la BCE à elle seule qui va faire redémarrer la zone euro et l'inflation. Voilà, donc on a un Mario Draghi qui a fait état de la politique en cours, qui a expliqué son plan de quantitative easing en place, qui a expliqué qu'il avait encore des cartouches si nécessaire pour agir sur l'inflation et donc sur l'euro-dollar. Pour le moment, les opérateurs ne semblent pas déçus puisque le 440 stabilise et tient le choc. Pas de décalage fortement haussier sur l'euro-dollar, on est passé de 1,13 à 1,14. On est sous résistance clé. Et donc, il y a la possibilité de ce fameux échec sous 1,14 et ma droite de polarité, c'est à surveiller. Si l'euro-dollar redescendait vers les 1,13 et redescendait ensuite vers 1,1250, ce serait de bon augure. Ça voudrait dire que Mario Draghi a réussi son allocution et ça viendrait également soutenir les actions européennes. En tous les cas, on a un très beau pivot ici à 1,14 et tant qu'on est dessous, eh bien, un scénario de repli n'est pas inconcevable. David me dit, que pensez-vous du SP500 qui ne consolide plus ou du moins que de quelques points? Eh bien, ça nous montre en fait que le SP500 est dans une belle tendance haussière structurée.
Depuis le 11 février, ici, on a eu une forte hausse. Ensuite, on a une stabilisation. Là, de nouveau, on a de la hausse. Tant qu'on opérera comme ça avec des hausses consolidation, on est dans une tendance haussière forte. Et on se dirige potentiellement en direction des plus hauts historiques qui se trouvent dans 1,5% à 2135,37 points sur le SP. Le SP500 est haussier et il drive les indices européens à la hausse. Les indices sont pour le moment haussiers. La raison en est simple. On avait beaucoup de catalyseurs baissiers en début d'année. On avait la Chine, on avait l'inflation, on avait le pétrole, on avait les bancaires. Et en fait, tous ces catalyseurs baissiers, eh bien, on a eu les contraires ces dernières semaines. Les banques allaient mal, elles ont été un petit peu mieux, les résultats ont satisfait et donc les bancaires se sont reprises et puis les banques italiennes ont été aidées par un fonds de défaisance. La Chine qui faisait peur a publié des chiffres notamment d'exportation, d'importation bons le mois dernier. Les indices chinois se sont également repris ces 2 derniers mois comme tous les pays émergents. Les pays émergents qui étaient délaissés eh bien, se sont bien repris ces dernières semaines. Donc voilà, les bancaires se sont reprises, les matières premières se sont reprises, donc le secteur énergétique s'est repris, la Chine s'est reprise, et tout ça, ça nous a engendré de la hausse sur les indices. Par contre, on est en train de revenir au point de départ. Le point de départ, c'est un SP500 dans la zone actuelle, et le point de départ du début d'année, c'est le CAC 40 à 4600, 4700 points. Donc, oui, depuis 2 mois et demi, 2 mois, on a une reprise haussière et un rebond de tous les secteurs et de toutes les matières premières dont je viens de vous parler, mais on n'est pas passé positif sur l'année pour autant. Le CAC 40 est toujours à -1, -2. Donc vous comprenez bien que malgré des bons résultats américains, alors qu'ils étaient attendus en baisse, ils sont en baisse mais ils sont meilleurs qu'attendus, malgré une reprise de la Chine, malgré un rebond émergent, malgré pratiquement un doublement des cours du WTI, le CAC il est où? Il est à -2. Donc la question à se poser c'est comment est-ce que le CAC va-t-il faire pour passer positif sur l'année? Peut-il passer positif? La réponse est oui. Pour qu'il passe positif, il faudra encore de l'appétit pour le risque. Il faudra des publications d'entreprises qui sont bonnes dans les séances à venir. Il faudra des statistiques macroéconomiques bonnes également. Faudra potentiellement des banquiers centraux positifs comme Mario Draghi ou bien la Banque du Japon qui serait susceptible d'augmenter son quantitative easing. Donc on pourrait potentiellement encore grimper un petit peu et passer positif sur l'année. Donc je dis bien peut-être. Hein. Est-ce qu'on va s'arrêter à -1 ou repasser à +1, +2, +3? Je ne sais pas. Une chose que je sais, c'est que malgré tout l'effort rebond qu'on a eu, on est à peine, donc on est à -2 sur l'année. On n'est pas dans le vert. Les résultats d'entreprise par rapport à l'année dernière sont en baisse. Ça veut dire qu'au même cours par rapport à l'année dernière, nos indices sont beaucoup plus chers en termes de PER, les Price Earning Ratio. Vous comparez en fait les bénéfices à la capitalisation boursière. Et donc en fait l'année dernière, le SP500 était au même prix, mais les résultats étaient bons. Cette année, les résultats sont en baisse de 10%, de 9,3% exactement. C'est le consensus, mais les prix sont au même niveau, donc les indices sont beaucoup plus chers. Ma vision des choses, macroéconomiquement parlant, c'est que les ombres au tableau qu'on a eues en début d'année pourraient faire surface. Les banques ne sont pas tirées d'affaire, la Chine n'est pas tirée d'affaire, le pétrole a bien rebondi et il n'est pas dit qu'il va continuer de monter. L'inflation reste faible en zone euro et elle est remontée un petit peu aux États-Unis. Le Japon est dans une situation très complexe. Donc pour le moment, en l'absence de mauvaises nouvelles et parce que les tendances sont haussières, on grimpe, certes. Est-ce qu'on va s'arrêter juste sous le gap annuel ou est-ce qu'on va aller tenter de le fermer, voire de passer un peu au-dessus? Ça, je ne sais pas. Tout dépendra de si on tient les supports ou pas. Mais après, pour ce qui est de la question du moyen terme, est-ce qu'on va plutôt au-devant d'une vague haussière de 20% ou plutôt est-ce qu'on va avoir des velléités baissières qui pourraient faire leur retour? Eh bien, j'aurais tendance à être pragmatique et à être prudent
Or, après une forte appréciation des cours comme on a eu ces derniers temps en l'absence de mauvaises nouvelles, si à tout moment on avait un élément exogène, une mauvaise nouvelle, de mauvais chiffres économiques, eh bien la baisse des indices pourrait reprendre. Donc pour le moment, étant donné que je sais que les traders particuliers ont tendance à vouloir faire l'inverse depuis plusieurs semaines, alors que fondamentalement parlant, j'ai tendance à être plutôt baissier pour être en ligne avec les fondamentaux, mais étant donné que ma spécialité c'est l'analyse graphique et que je me dois en tant qu'analyste d'être factuel, j'ai continué de vous expliquer tous les jours dans mon émission La Matinale qui a lieu à 10h que nous sommes dans des tendances haussières, que les supports tiennent et que tant que ce sera le cas, les acheteurs auront la main. Donc laissons les acheteurs aller où ils veulent. Est-ce qu'ils vont s'arrêter ici ou est-ce qu'ils vont aller 2, 5 ou 7% plus haut? Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que plus les cours montent, plus on approche de résistance majeure, plus les cours montent, plus les valorisations d'entreprises sont chères et moins nous avons de mauvaises nouvelles à court terme, plus à tout moment, une nouvelle mauvaise nouvelle, un nouveau facteur baissier pourrait réapparaître. David dit, au regard des graphiques, on voit que le SP500 est au bout de son rebond. Alors David, ce n'est pas ce que je vois personnellement. Personnellement, je vois un indice qui monte et qui est dans une tendance haussière. Je ne vois pas ce qui vous permettrait de dire ici qu'il est plus au bout du bout que là ou encore qu'ici. Alors à très court terme, vous considérez peut-être qu'on est sur un niveau de résistance qui date du mois de décembre et qu'on peut peut-être se replier à la baisse, certes. Mais ça, vous avez pu le penser hier, il y a 3 jours, il y a une semaine, il y a 10 jours, il y a un mois et demi, etc. Pour le moment, il n'y a aucun signe technique de velléité baissière, de chute et du fait qu'on soit au bout du bout de quelque chose. Le jour où on cassera des supports, le jour où on cassera le canal baissier ici, les 2092 points, et qu'on passera neutre à court terme, si là on se met à casser des supports et à accélérer sous 2080 points, là on pourra parler de retour potentiel des vendeurs et de velléité baissière. Pour l'instant, on est au bout de rien du tout, on est en tendance haussière, on est stable et la tendance est haussière. Vous savez, je suis le premier à aimer la volatilité. Et quand il y a de la baisse sur les marchés, il y a de la volatilité, c'est source d'opportunités, ça permet d'être dynamique, ça permet d'aller voir plein de classes d'actifs et d'essayer de trouver des opportunités sympas. À court terme, je suis désolé de vous le dire, mais les tendances sont haussières sur le CAC, sur le DAX, sur le SP500. Les consolidations qu'on voit aujourd'hui, elles sont légitimes après les très fortes hausses qu'on a connues cette semaine. Et je ne passerai baissier que lorsque l'analyse technique passera baissière, et pour elle, ce n'est toujours pas le moment. Alors, très bonne réflexion de Tony. Tony nous dit, beaucoup de traders particuliers confondent trading à court terme et trading swing à long terme. On peut très bien être baissier en intraday alors que l'on est haussier à moyen terme ou inversement. Effectivement, Tony. Donc moi, par exemple, factuellement, objectivement, en tant qu'analyste, et parce que je fais de l'analyse graphique, je suis haussier à court terme et à moyen terme sur les indices européens. Par contre, à long terme, à échéance plus longue, j'ai une vision des choses qui est un peu plus négative. Je vois des indices américains qui plafonnent en données trimestrielles. Je vois des indices européens qui sont dans des tendances baissières depuis 1 an. Donc voilà, haussier factuel à court terme, à moyen terme baissier potentiellement, mais en attente de signaux clairs. Manu me dit, bonjour Nicolas, vous voyez une fin de hausse en gap d'épuisement potentiel? Effectivement Manu, je vais vous mettre un graphique journalier. Dans la règle de l'analyse technique, il y a 3 types de gap. Gap d'éjection, gap de continuation, gap d'essoufflement. Le premier, le gap d'éjection, c'est un gap de rupture, un gap de changement de tendance. Donc vous aviez ici en décembre, janvier, février la baisse du CAC. Ici, le gap ouvert à 4000 points, c'est un gap de rupture, d'éjection, de changement de tendance. C'est extrêmement puissant. Vous voyez que le gap n'a même pas été testé et on est parti à la hausse. Ensuite, on a consolidé. Et là, le 13 avril, on a eu un gap de continuation. La continuation du mouvement haussier de fond qui a permis au cours de continuer de grimper. Et on a aussi eu un gap le 19 avril qui a été comblé par la suite. Donc on a eu 1 et 2 gaps de continuation.
Et ce matin, je disais, attention, on a un gap haussier, c'est un gap avant la BCE, donc théoriquement, il sera difficile de monter, il y a plus de chances que les cours consolident en attendant la BCE. Est-ce que ce serait un gap d'essoufflement? Donc c'est le dernier gap. Pour l'instant, pas vraiment. Pour l'instant, potentiellement, mais il n'est pas très important. Et puis, on est toujours ici dans une tendance haussière. Alors, si suite à ce gap-là et à l'essoufflement d'aujourd'hui, on cassait des supports, là, oui, potentiellement, je me poserais des questions. Donc voilà, premier gap, gap d'éjection. Deuxième gap, gap de continuation. Si les cours continuaient de grimper et qu'on avait un moment un gap haussier fort et qu'à partir de ce moment-là, on chuterait fortement, ce serait un gap d'essoufflement et ça voudrait dire la fin de la tendance haussière. Pour le moment, vous voyez que la tendance haussière ici, elle est matérialisée par une oblique. On est le long d'une oblique de hausse. Et donc, tant qu'on ne l'aura pas cassé, ce sera haussier. Si on casse l'oblique, on devient neutre. Et si on casse la zone des 4500-520, les plus hauts en clôture du mois de mars, là, on pourra parler de signaux baissiers éventuels et de chutes à venir. Mais vous comprenez bien que pour tous ceux qui ont anticipé la baisse jusqu'à aujourd'hui, ça a fait mal potentiellement. Donc, ne vaut-il mieux pas manquer un éventuel point haut et rentrer sur un signal baissier plutôt que de vendre tous les 50 points? On a une petite consolidation du SP500, petite consolidation du CAC, consolidation à plat de l'USD-Yen. Le pétrole consolide sous résistance, c'est normal, il était fortement monté. Puis quand les indices consolident, il y a des prises de bénéfices qui s'opèrent. L'euro-dollar travaille toujours la zone des 1,14, il reste fort. Donc il faut se méfier. Si on échoue sous 1,14, on peut rester dans un range horizontal. Par contre, si on casse les 1,14, là, on pourrait avoir une nouvelle accélération haussière et cela, ça mettrait en danger les indices européens. Donc c'est à suivre. Quel est le niveau du CAC qui va changer votre analyse haussière à court terme? Eh bien Alain, je pense qu'une cassure de la zone des 4500-4520 nous montrerait qu'à court terme la tendance haussière n'est pas et nous montrerait qu'en données journalières on aurait eu un échec sous le gap baissier annuel et on aurait potentiellement une reprise de la baisse. Je regarde les derniers commentaires. Mario Draghi a carrément mis l'hélicoptère monnaie de côté. Bien évidemment, il y a un journaliste qui lui en a parlé, mais l'hélicoptère monnaie, je pense que l'on comprend tous que ce n'est pas forcément la bonne solution. Comme le dit Draghi, on obéit à la loi, pas aux politiciens. Donc ça, c'est pour renvoyer la balle à Wolfgang Schäuble en Allemagne. Draghi au sujet du fonds qui a été créé en Italie, c'est un pas dans la bonne direction, mais c'est un petit pas quand même. Donc, il est optimiste sur le crédit, à court terme un peu pessimiste sur la croissance. Il est pessimiste à court terme sur l'inflation, mais haussier sur l'inflation à moyen terme. Il a d'autres instruments dans le mandat de la BCE. Il pourrait potentiellement baisser les taux plus bas. Il a balayé un petit peu la question de l'hélicoptère monnaie et il renvoie un peu les Allemands dans leur but. On a donc un Mario Draghi qui fait son travail de directeur de la Banque centrale et qui garde la direction de la BCE, qui reste positif sur sa politique
Et Draghi dit par contre que le taux de l'euro ne fait pas partie du mandat de la BCE. Donc ça, on sait tous que c'est vrai, mais on sait tous aussi que si l'euro passe au-dessus des 1,15, les membres de la BCE monteront au créneau pour faire tout ce qu'ils peuvent pour faire baisser l'euro-dollar par leur dire, et si ça ne fonctionne pas, ils pourraient même de nouveau baisser les taux pour faire redescendre l'euro-dollar, puisqu'un euro-dollar élevé n'est pas bon pour les actions européennes. Donc Draghi a été très clair, très rapide, il a fait un discours rapide, il a balayé certaines questions, et je pense qu'on a fait le tour sur tout ce qu'il souhaitait nous dire. Eh bien écoutez, ça fait 45 minutes qu'on est ensemble. On a des indices qui consolident après des fortes hausses, mais pour l'instant on ne peut pas parler de signaux baissiers forts, ça reste des respirations. On a un euro qui a décalé un petit peu à la hausse, qui travaille la zone des 1,14. Il faudra voir dans les heures ou séances qui viennent s'il arrive à dépasser cette zone de prix, auquel cas il pourrait y avoir des spéculations haussières. Tant qu'on reste sous 1,14, il pourrait évoluer dans un range entre 1,1250 et 1,14. On voit sur le pétrole que les cours plafonnent un petit peu à court terme, et si les indices consolident, le pétrole aura tendance à suivre. Il ne serait pas étonnant de voir des prises de bénéfices sur le pétrole après une hausse de plus de 10% en ligne droite en l'espace de 4 jours seulement. Donc voilà, c'est parfait. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie tous d'avoir été présents donc, pour ce live BCE. J'aurais apprécié un peu plus d'action, mais on verra ça la prochaine fois. Je vous invite à suivre mon émission quotidienne La Matinale. Pour ce faire, vous pouvez aller sur le site de CMC Market dans la rubrique Formation et vous aurez alors tous les webinaires, les séminaires. Donc La Matinale est ici si vous voulez vous enregistrer. Et puis, je serai à Bordeaux la semaine prochaine pour un séminaire de formation de 18h à 20h30 dans un très bel hôtel. Je ferai une présentation microéconomique de plus de 2 heures. Donc, si certains d'entre vous habitent dans la région bordelaise, n'hésitez pas à contacter l'équipe de CMC Market. Vous trouverez facilement le téléphone ou bien l'email de notre équipe sur Internet et vous pourrez vous inscrire. Il reste encore quelques places. Voilà, sur ce, je vous remercie à tous d'avoir été présents. Je vous retrouve pour la plupart demain matin, 10h tapante pour la matinale. Pour tous ceux qui nous regardent, pour qui c'était la première fois, eh bien merci à vous. Je vous invite également à regarder notre chaîne YouTube sur laquelle vous avez des webinaires spéciaux sur des thématiques très intéressantes à votre disposition gratuitement. Et puis, je vous dis à très bientôt. À très bientôt, que ce soit pour un live ou que ce soit pour la matinale. Bon après-midi à tous, bonne soirée et à demain.